C'est une histoire de murs. L'histoire de 4 murs qui sans cesse renvoient les balles. C'est aussi l'histoire d'un combat et d'un jeu d'échecs. 2 adversaires qui se frôlent et s'évitent. C'est un combat à 2 qui s'engage. Et au milieu de ce ballet, il y a la balle, insaisissable. Loin des clichés d'un sport réputé par certains dangereux, nous allons vous raconter la belle histoire du squash. L'histoire d'une petite fédération et de ses artisans qui ont su en 4 décennies seulement transformer l'image du squash en France et se faire une place dans l'élite mondiale. En dessous. À Créteil, en région parisienne, l'équipe de France féminine est au travail. Sur le terrain, Camille Serme, c'est l'enfant du club. Elle y a débuté à l'âge de 7 ans. Elle est la première Française de l'histoire à atteindre le top 5 mondial. À ses côtés, les filles de l'équipe de France, Colline Omar, Enora Villard et Mélissa Alves. Et à leur tête, Philippe Signoret, entraîneur de l'équipe de France féminine de squash. Le squash est un sport en 3 dimensions qui se joue sur un terrain de 6 mètres sur 10 entouré de 4 murs. Une fois la balle engagée, chaque joueur doit toucher le mur frontal, soit directement, soit indirectement. Il a le droit d'utiliser les murs latéraux, le mur arrière, et ainsi multiplier le nombre de trajectoires possibles. Un peu comme un billard en 3 dimensions. Si on peut comparer avec une autre discipline comme le tennis, c'est que au tennis, ça va être là, c'est-à-dire le grain de folie. Au squash, le grain de folie, il peut se passer 5 fois dans un échange. C'est là toute la richesse de notre discipline et aussi son côté ludique. C'est-à-dire qu'on peut, on peut surprendre, on peut frapper une balle avec quasiment toutes les articulations du bras, y compris avec l'articulation du poignet, qui est l'articulation qui va intervenir la dernière, donc la plus difficile à voir, parce qu'il faut que l'adversaire réagisse vite à ce moment-là, et une articulation qui se voit difficilement. Donc c'est vraiment très ludique et c'est pour ça que des fois, même au niveau du tennis, on l'a entendu sur Federer, et je ne sais plus sur quel joueur, en disant c'est un coup de squash. Attention, top, c'est parti. Avec une balle qui revient sans cesse, le squash est un des sports de raquettes les plus éprouvants. Contrairement au tennis, la puissance de frappe n'est pas déterminante. Vitesse de déplacement, intelligence de jeu sont tout aussi essentielles. Au programme du jour, séance de ghosting, travail de frappe sans balle. 14-31. C'est mieux que celle de tout à l'heure. Il faut essayer de faire moins de 14. Le but de travailler sans balle, notamment tout ce qui est déplacement, ça c'est vraiment pour avoir des automatismes, se déplacer correctement sur le terrain et voilà, travailler en même temps le physique. Mais c'est aussi un travail cognitif, de distance par rapport à la balle. On s'oriente, voilà, on s'oriente bien. Et on s'oriente tôt pour vraiment faire croire à l'autre que tu vas faire un marteau. On peut d'une séance à l'autre voir la progression. Ça se fait avec un cardio, où on voit justement comment le joueur qui s'entraîne monte au niveau du cardio, comment il récupère. On commence par Mélissa. Aussi en 8, hein, si je lance. Ah, quand même, hein. Ça va être intéressant. Et puis regarde la récup. Tu récupes de moins en moins. Camille. Beaucoup plus dans le rouge. Camille, beaucoup plus dans le rouge. 47. C'est vraiment pour avoir des automatismes et ensuite, quand on est en match, avoir plus qu'à penser à, entre guillemets, à la tactique, quoi. Être libéré des autres, de l'aspect physique et se concentrer sur la tactique. Si le squash est un sport très complet et éminemment tactique aujourd'hui, il a pourtant des origines bien étranges. Selon la légende, tout aurait commencé dans un curieux endroit. On dit que le squash a été inventé dans les prisons historiquement, puisque une cour de prison, c'est un espace clos, carré, et avec une balle, eh bien, on s'est amusé à utiliser les murs, et c'est comme ça que le squash, paraît-il, est né. L'autre version qui est plus répandue comme officielle, c'est celle des élèves de l'école de Harrow qui attendaient leur tour pour jouer aux rackets. La raquette, c'est dans un terrain qui ressemble au squash, mais c'est plus grand, mais c'est plus petit qu'un terrain de polo. Mais ça joue plutôt en double. Alors les élèves de l'école de Harrow, lorsqu'ils attendaient leur tour pour jouer aux rackets, ils attendaient dans une petite courette à l'extérieur du terrain. Et pour patienter, ils s'amusaient à taper leurs balles sur les murs de la courette. Et donc, d'où est née l'invention du squash, si on veut. Après, toutes les règles ont été anglo-saxonnes. Et il y a eu, à cause de ça, un gros développement en Angleterre et dans toutes les colonies anglaises. Et l'histoire débute réellement en France dans les années 20. Bienvenue au 74 rue Lauriston à Paris dans le 16e. Le tout premier cours de squash français est créé ici,
dans le très chic arrondissement de Paris au cœur de la Société du jeu de paume et de raquettes, propriétaire des lieux depuis 1908. Dans cet écrin du début du XXe siècle se trouve l'un des secrets les mieux gardés de Paris. Ça, en fin de compte, il y a plus de 100 ans maintenant, aux Tuileries, où effectivement il y a ce qui existe encore aujourd'hui, le musée du jeu de paume. Alors, à l'époque, la ville de Paris voulait faire le musée, ce qui existe encore aujourd'hui. Donc ils sont venus ici, Rollauriston, qui était encore la campagne à l'époque. Ils ont acheté leur morceau de terrain, donc une parcelle de la rue, et ils ont fait construire leur immeuble pour caser des terrains de paume. Les deux cours sont placés sous 2 grandes verrières type Eiffel, et dont un des terrains a été transformé en 4 terrains de squash vers 1926. C'est la naissance du squash ici en France. Avec ses 300 membres aujourd'hui, le club du 74 rue Lauriston possède le plus vieux court de squash du pays et un des plus anciens d'Europe. Ici, s'est même joué en 1927 le tout premier tournoi de squash en France. Jusqu'aux années 30, au moins, ça joue qu'ici. C'est le seul club à Paris. Le deuxième club à Paris qui est arrivé plutôt dans les années 70. Donc effectivement, il n'y avait que du squash ici. Oui. Dans les années 70 en France, ça a pu prendre une autre dimension parce que des joueurs étrangers sont commencé à venir. Il s'agit de Shakan et aussi Sean Flynn qui est arrivé plutôt vers 77-78. Donc avec leur qualité déjà de joueurs de haut niveau, plus leur capacité de aussi enseigner le squash, ça a pris une autre dimension. Le squash français a longtemps été mis sous la coupe de la Fédération française de tennis. Il faut attendre 1980 avant qu'il soit enfin reconnu comme un sport à part entière. Dans les années 80, le squash s'est appuyé sur les structures privées pour se développer, puisque c'était les structures qui existaient. Il y avait assez peu de structures municipales. À l'époque, il y a eu un gros développement, notamment qui s'était appuyé sur le Guy Laroche, qui était en fait à l'époque le tournoi le plus doté au monde. Donc on était un sport de raquette qui était reconnu dans le monde entier. C'était l'engouement. Quand ces joueurs-là venaient en France, c'était vraiment la fête. Moi, je m'en souviens à l'époque, je prenais quasiment une semaine de vacances pour aller assister à tous les matchs. Donc, je ne pense pas que j'étais le seul fanat de l'époque, mais c'était vraiment la fête, oui. Les jeunes qui ont vu ça à l'époque, effectivement, oui, ça inspire. Ça inspire. Changement de décor. Le squash du 21e siècle se joue dans les plus prestigieux endroits du monde. À Grand Central à New York, au pied des pyramides d'Égypte, dans un écoparc en Colombie, à Shanghai sur les bords de la mer de Chine, et même dans une salle d'opéra au théâtre Gralin à Nantes. Devenu un véritable show planétaire, résolument télégénique, les meilleurs mondiaux se livrent des combats acharnés dignes des plus grands combats de boxe. Plongeon, contre-pied, amorti, smash, la balle claque et fuse. No way, no way. And again. Direction Aix-en-Provence où se prépare l'élite homme. Depuis les années 2000, le squash français cartonne. De petite nation il y a 20 ans, la France fait désormais partie du gratin mondial d'un sport dominé désormais par l'Égypte. Ronan Lavigne a été aux premières loges de l'évolution du squash français. Aussi tout un travail qui a été fait par la fédération et par le DTN de l'époque, Bertrand Bonnefoy. En 1996, il est arrivé et c'est vraiment lui qui a inculqué la dynamique de haut niveau et la culture du haut niveau chez nous. Et en 2001, on avait fini 5e au championnat du monde par équipe en Australie. Et là, on était bien sûr ravis, je ne vais pas dire comme des fous, mais presque. Et puis au débriefing de fin de compétition, Bertrand nous a dit non mais les gars, non mais 5e, si vous voulez qu'on parle de vous un minimum dans les médias, c'est la médaille, minimum. Et là, je pense que ça a vraiment été un déclencheur dans la tête des 4 joueurs qui composaient l'équipe de France de l'époque. Et dans l'équipe de France des années 2000, il y a donc Ronan Lavigne, Grégory Gauthier et bien sûr Thierry Lincou. Il est le premier à avoir donné au squash français un retentissement international.
Thierry Lincou devient champion du monde et numéro 1 mondial en 2004. Lincou, le pionnier, venait de réaliser une performance incroyable, mettant fin à 3 décennies de suprématie britannique. Thierry Lincou, quand il devient champion du monde en 2004, c'est extrêmement important puisque ça a permis une reconnaissance et une médiatisation du squash qui était relativement faible à cette époque. C'était une belle reconnaissance du travail j'ai envie de dire, de pas seulement son entourage, mais aussi de tous les éducateurs de l'époque, des années 80-90, qui avaient démarré avec pas grand-chose. Et à l'époque, le squash français était, on ne va pas dire qu'il était ignoré, mais il n'était pas vraiment regardé. On a vu l'évolution après, quand il a permis à l'équipe de France de gagner les championnats d'Europe avec Grégory Gaultier qui montait également. Et à ce moment-là, le squash est devenu vraiment un sport à part entière. Et dans le sillage de Thierry Lincou, Grégory Gaultier apparaît rapidement comme le successeur. Il est aujourd'hui le meilleur joueur français de l'histoire du squash français. Pour la seconde fois, la Fédération française de squash plaçait un Français en haut du classement mondial. Avec Grégory Gaultier, la France a trusté les podiums et les titres. Un titre de champion du monde individuel en 2015, 9 titres de champion d'Europe et plus de 40 victoires sur le circuit international. Désormais, dans tous les clubs de France, le nom de Gaultier résonne. Jean-Michel Arcucci est propriétaire du M-Squash à Aix-en-Provence. Il a fait partie de cette génération, celle des années 80, celle qui a connu les premiers grands tournois internationaux en France. Champion de France en 1996, il a côtoyé Grégory Gaultier en école de squash. C'était un très très gros potentiel. La fédération a aidé à ce qu'un pôle s'installe sur Aix-en-Provence, justement pour qu'on ait une certaine proximité aussi avec lui, qui permette de le faire évoluer, de faire évoluer aussi en même temps d'autres sportifs dans le sillage de tout ce qui avait été fait auparavant. Et en équipe, la France est 2 fois vice-championne du monde en 2003 et en 2009. Elle a remporté 3 titres européens et 15 titres de vice-champion d'Europe. Bien au-delà seulement du squash, c'est toute la fédération qui tire profit de sa formidable réussite. L'enfant prodige est autant un exemple pour les gamins des clubs que pour les autres joueurs. Il y a un impact majeur sur le squash mondial et français qu'on prend tout le temps pour exemple, que Philippe il nous en parle souvent à l'entraînement, dans sa manière de jouer. On essaie beaucoup d'imiter, surtout sur les points techniques et la rigueur d'entraînement. Ouais. Quand on lui demande combien d'heures tu t'entraînes par jour, quand les journalistes lui demandent, il leur dit « je ne peux pas vous répondre à cette question ». Moi, mon entraînement, il commence quand j'ouvre les yeux le matin à 7h et il se termine quand je m'endors le soir à 22h. Oui, nous, ça nous inspire. On se dit qu'en tant que Français, tout est possible, quoi. Avec du travail, de la volonté et de la détermination. On aimerait tous arriver à ce niveau-là un jour, évidemment. À l'image d'Edwin Klein, champion de France junior 2018, c'est toute la jeunesse du squash français qui s'inspire du champion. Comme Victor Croin, vice-champion du monde junior en 2018, ou Toufik Mekalfi. Le jeune prodige, dans le top 10 mondial junior, partage ses journées à Aix-en-Provence entre son lycée et ses 20 heures d'entraînement par semaine. J'ai cours le matin et l'après-midi, j'ai mes entraînements. Du coup, c'est vraiment très bien parce que le Krebs arrive vraiment à faire de son maximum pour avoir de maximum d'heures d'entraînement par jour. C'est parfois très difficile de garder le rythme parce que on a de nombreux tournois, de nombreux entraînements. C'est vraiment une chance d'avoir des personnes autour de soi qui en font autant. Sur la balle qui est loin, derrière, là, tu ramènes avec l'épaule qui part et qui ramène tout ensemble. Déjà préorienté. Les forces de Toufik, c'est sa vitesse de bras, sa vitesse de jambes. Il se déplace très très vite. Il a un bras qui part très très vite. Et puis, dès le plus jeune âge, c'était un gamin qu'on voyait hyper combatif, quoi. Hyper combatif. Donc, et ça, j'ai envie de dire, c'est presque ce qu'il faut réussir à entretenir le plus. Tu vois, sur le niveau mental, c'est vraiment cette qualité d'hyper combativité. Ce pur produit de la formation française joue au squash depuis ses 4 ans. Un talent précoce, accompagné et chouchouté par la fédération. Dans sa toute jeune carrière, il a même déjà participé aux Jeux Olympiques.
ceux de la jeunesse organisés à Buenos Aires en 2018. Pour la première fois, le squash était sport de démonstration. Et c'est tout naturellement Tawfiq Mekhalfi qui représentait la France. C'est magnifique d'avoir vécu cette expérience, sachant que j'étais le seul Français à représenter mon pays. Donc c'est une expérience inoubliable. Le moment qui m'a le plus marqué au JO, c'est la cérémonie d'ouverture et de fermeture. C'était vraiment magnifique d'être avec tous ces gens qui étaient là pour leur sport. Comme Tawfiq Mekhalfi, Camille Serme a elle aussi débuté très jeune. Elle avait 7 ans, c'était en 1996. À Créteil, chez ses parents, à 5 minutes du club, sa maman conserve précieusement dans un album tous les articles de presse consacrés à Camille. Et dans les années 90, la star c'était Jahangir Khan, 6 fois champion du monde. Là, on a une photo rigolote avec Jahangir Khan, donc une des légendes du squash, qui était venu à Créteil jouer avec nous. Donc c'est un beau souvenir. Donc là, nous sommes dans ma chambre, chez mes parents, là où j'ai grandi et là où il y a mes premiers trophées et médailles de mes championnats jeunes en squash. J'ai commencé par le tennis à l'âge de 4 ans, avec Colline Omar, donc mon amie, et c'est à l'âge de 7 ans où elle a voulu essayer le squash, donc je l'ai suivie. Quand on a commencé, on a tout de suite été pris en main par Philippe Signoret. Il commençait le mini squash. C'était nouveau dans la discipline, il existait le mini tennis, mais le mini squash pas encore. Donc c'est un peu lui qui a développé tout ça pour les enfants avec des raquettes adaptées, des balles en mousse. Je pense que Philippe a très vite vu qu'on avait des qualités, Colline et moi. Donc très vite, il nous a fait faire les tournois départementaux, puis régionaux. Au bout de 3 ans, je crois, j'avais mon premier titre de championne de France. Donc à l'époque, c'était en 9 points. Et je perds le premier jeu très sévère. Il me semble que c'est 9-0 ou 9-1, enfin vraiment très sévère dans le score. Et c'est rigolo parce qu'une petite de cet âge-là aurait pu jeter l'éponge ou se dire ça va être impossible. Et moi non, dans ma tête je suis sortie du cours et je me suis dit bon, ça va pas être facile. Et ça m'a marqué parce qu'au final après j'ai vraiment écouté ce que Philippe m'a dit et ce match-là j'ai fini par le gagner. Même moi des fois je me dis ah ouais j'ai réussi à penser comme ça déjà à l'âge de 10 ans, je suis étonnée moi-même. Philippe Signoret et Camille Serme, un duo gagnant depuis 23 ans. Un exemple dans le sport de haut niveau. Dans son bureau au Pôle France, entre les médailles et les dossiers de travail, son coach de toujours conserve lui aussi des trésors. Et ça date de 2000. Et à l'époque, je commençais déjà un petit peu à m'informer, moi, en tant que jeune entraîneur, un petit peu sur la préparation psychologique. Et il y avait en fait des questions de motivation que j'avais trouvées. Et du coup, je les avais posées. Il y en a une qui est assez intéressante et qui personnalise bien Camille. Il y avait une question sur tout simplement qu'est-ce que je veux. Et elle m'avait dit je veux bien évidemment être championne de France, mais je veux gagner en jouant bien, en jouant à mon niveau, même peut-être mieux. Car si je gagne mais en ayant mal joué, je serai contente, mais très déçue d'avoir joué comme ça. Et ça, je trouve ça assez révélateur aussi de Camille. C'est vrai que ça a été pendant très longtemps un problème pour elle, parce que quand elle jouait mal, elle était tellement insatisfaite qu'elle ne voyait pas la victoire comme quelque chose qui pouvait être libérateur. Après, on a des souvenirs un petit peu, ça c'est la balle qu'elle m'a aussi dédicacée quand elle a gagné le British Open en 2015. Voilà, pour Philou, best coach ever. Philippe Signoret est entraîneur depuis 1987. Il a accompagné l'évolution de l'enseignement. Et au squash, plus que dans tout autre sport, on ne sait jamais où et comment va partir la balle. Voilà. Lent, soudain. Lent, soudain. Dans un entraînement de squash, il faut se préparer à ce qui peut-être est la chose la plus importante sur un cours, c'est-à-dire surprendre son adversaire. Moi, j'ai connu le squash au début du squash, en tout cas en France, dans les fins des années 70, et tout était axé sur la technique. Il fallait être précis. Depuis, le jeu a énormément évolué, certes par la vitesse, mais aussi par tout ce qu'on peut lui mettre comme incertitude chez l'autre, que l'autre ne sache pas où va aller la balle. Donc on travaille énormément maintenant en contre-indication, en incertitude, en fixation,
pour énormément varier le jeu et surprendre son adversaire. Si tu attends et que tu restes dans la mauvaise intention que tu veux donner à l'autre, c'est-à-dire le fait de lui faire croire que tu vas jouer droit, que tu veux faire croire que tu vas jouer en amorti, droit par exemple, il n'y a pas de souci. Tu le fais encore plus venir vers toi. Donc là, c'est vraiment, tu déclenches. Donc là, on est vraiment dans la contre-indication. Tu déclenches et hop, au dernier moment, la dernière articulation, le poignet. Ça se travaille et de préférence, ça se travaille tôt. Et là, c'est très marrant parce que moi qui suis donc un vieil entraîneur, enfin, ça va bientôt faire 23 ans que j'entraîne Camille, mais c'est vrai que je ne l'entraîne pas aujourd'hui comme je l'ai entraîné au début et comme j'aurais dû l'entraîner. C'est-à-dire, j'avoue tout simplement peut-être mon manque de connaissances, mon manque d'expérience de l'époque, mais qu'à la limite, pas beaucoup d'entraîneurs avaient non plus. C'est-à-dire que si aujourd'hui, j'avais une jeune fille qui arrivait, qui avait 7 ans, comme avait Camille à l'époque, sûrement que j'entraînerais différemment. Camille, ça fait 3-4 ans qu'on travaille beaucoup plus sur les incertitudes. Et certes, ça avance, mais on sent toute la lourdeur et toute la difficulté pour elle, qui a été quand même une fille très marquée par l'application et par un jeu de précision un peu trop prédictif. Et au pôle France de Créteil, les résultats de l'équipe de France féminine suivent. La France est 6 fois vice-championne d'Europe. Elle remporte la médaille de bronze au championnat du monde en 2016. En individuel, Camille Serme est la première Française de l'histoire à devenir numéro 2 mondiale. Elle a remporté 6 titres de championne d'Europe et 9 titres de championne de France. Des résultats positifs pour la Fédération française de squash, un sport pratiqué par plus de 200 000 personnes en France. On compte 22 000 licenciés, 230 clubs et près de 803 cours de squash. Les clubs accueillent les enfants dès l'âge de 3 ans, bien loin du cliché de sport dangereux. Alors déjà, c'est des balles en mousse, un peu plus grosses, d'accord, pour que le rebond soit plus important, pour que l'enfant ait le temps aussi de taper la balle. On fait du jonglage, comme dans tous les sports de raquettes, pour voir s'il est bien coordonné. Du matériel élaboré, donc des cerceaux, des plots, voilà, on passe au-dessus, on fait des parcours de motricité. Parcours aussi d'équilibre, parce qu'au squash, contrairement au tennis, on est souvent posé au sol avant de frapper. Ils vont apprendre ça très très tôt. Du coup, pour eux, après, ça sera plus facile. À l'âge de 7 ans, on commence un peu à passer un peu au niveau match, point, leur apprendre vraiment les rudiments du squash. On peut commencer le squash à partir de 4 ans et on peut jouer jusqu'à 80 ans, voire plus. Terminons enfin par casser le plus vieux cliché. Oui, le squash peut être considéré comme une discipline des sports santé. Depuis 2017, des médecins peuvent même prescrire du sport sur ordonnance. Mais il y a 15 ans, faire du sport pour un malade, c'était presque une hérésie. Atteinte d'une grave maladie, Valérie, 57 ans, joue au squash comme n'importe qui. Licenciée au club d'Aix-en-Provence, elle a commencé le squash un peu par obligation. Le squash, ça a débuté en 2005, en même temps que la mise en place d'un traitement chimio pour une polyarthrite rhumatoïde inflammatoire, donc qui me condamnait, entre guillemets, à être très limitée physiquement. Donc je ne bougeais plus, et c'est mon mari qui, fatigué de me voir passer mon temps sur le canapé, a décidé de m'amener au squash. Première fois, j'ai halluciné. Je me suis demandé où j'étais et pourquoi il me faisait ça. Pourquoi il m'emmenait dans un endroit où j'entendais beaucoup de bruit, où ça allait très vite, c'était très dynamique. Et vu l'odeur de la sueur, manifestement, j'allais souffrir. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que son médecin n'était pas vraiment d'accord. Bien évidemment, avec la pathologie que j'ai, je suis suivie régulièrement par ce qu'on appelle un rhumato. Donc je vais chez lui, je sors du squash. Et comme d'habitude, il m'examine, donc je suis sur sa table, il me lève la jambe, il me lève le bras et tout. Il me dit, mais enfin, ça va drôlement bien aujourd'hui. Ben, je dis, ben oui, je sors du squash. Il me fait, ah non, mais il faut arrêter tout de suite là. Il me dit, mais vous rigolez ou quoi, avec les articulations que vous avez, arrêtez le squash. J'ai dit, mais enfin, vous trouvez que je vais bien? Sur ce, je sors mes radios. Donc mes radios, il les connaît depuis longtemps puisque j'en ai régulièrement des clichés. Il me gronde. Il me dit, mais enfin, je vous ai demandé de m'apporter vos radios. Ben, j'y sont les miennes. Il me dit, non, impossible. Regardez la radio de début, vos articulations, votre main, là. Vous voyez bien, vous avez vu vos articulations? Oui, je vois. Il me dit, bah, regardez, vous voyez bien que ce n'est pas la même main. Ben, j'y suis, c'est la mienne.
Il est obligé de regarder la radio. Et là, silence. Au bout de quelques semaines, les bienfaits physiques sont indéniables. Et au-delà, Valérie y avait trouvé comme un mantra. J'ai appris à me déplacer. Puis des petites phrases assassines, comme disait mon coach, en me disant « Si tu es prête, que tu pars au bon moment, tu arrives au bon endroit. » Leçon de vie. J'ai découvert que j'avais refabriqué certaines de mes articulations. Alors pas toutes, mais effectivement le travail régulier, le sport, l'oxygénation, éliminer les toxines, parce que le squash a au moins ça de particulier. En 10 minutes, moi je suis trempée. Donc les toxines, je les élimine, bien évidemment. Quand je me suis rendu compte que, une, j'allais mieux, que deux, même les radios le montraient, mais j'avais trouvé le Graal. Enfin, je veux dire, c'était magique. Entre modernisme et tradition, le squash français est résolument tourné vers l'avenir. Et si vous voulez vous aussi entrer dans la danse, attention, cette petite balle risque de vous mener par le bout de la raquette.